espèce de tendance qui venait quand même même des dernières années d'Obama, puisque il y a quand même un nombre de mois assez impressionnant où l'économie américaine créait déjà à l'époque 200, 220 000, 240 000 jobs, Mhm. ce qui fait sur une année 3 millions. Bon, sur 2 années, ça fait 6. Il est là depuis presque 3 ans, même presque 4 ans maintenant. Donc, mais c'est vrai que l'impact des réductions fiscales, bon, et plusieurs choses. Un, il y a CNN, etc. Vous savez, c'est le grand combat entre Fox News, qui est devenu non plus une chaîne journalistique, mais un organe de support de Trump, dit que tout est grâce à Trump. Bon, CNN, qui est beaucoup plus modéré, fait du fast-checking tous les jours et dit voilà, qu'est-ce qu'il a dit de vrai, qu'est-ce qu'il a dit de faux. Et il y a deux éléments sur lesquels il conteste rien. C'est le nombre d'usines qui ont été recréées aux États-Unis depuis qu'il est là, à peu près 66 000. Et là, le chiffre est vraiment contesté par personne. Et de l'autre côté, à peu près 6 à 7 millions de jobs qui ont été créés supplémentaires. Donc ça, que ce soit du côté démocrate ou républicain, personne ne s'oppose à ces chiffres. Et le fait qu'il ait baissé un certain nombre d'impôts, promis d'autres baisses Bien supplémentaires, accueilli là-bas. protéger un peu son économie par certains côtés, même si en réalité l'accord avec la Chine n'est pas un accord du tout flamboyant et que Mhm. en fait c'était une guerre, plus de négociations et de bluff qu'un impact direct sur l'économie. Néanmoins, ça a rassuré beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'acteurs économiques sur le fait de dire si on vient nous piquer notre job par une concurrence éventuellement déloyale, il y a quelqu'un qui peut nous protéger. Ça, les gens y croient vraiment. Mhm. Maintenant, le problème des États-Unis, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se développe sur les régions côtières, sur les très grandes villes, et que le reste continue à mourir. Là où il n'y a Donc pas il y de a des régions stop. qui ressentent qu'elles elles n'ont pas bénéficié de cette Oui, politique parce que économique. la décroissance reste la même. C'est-à-dire que Mhm. si vous êtes, là, il y avait les élections dans l'Iowa, si vous allez dans le Kentucky, si vous allez dans le truc, vous pouvez toujours chercher des jobs avant, après Trump, mais aussi Mhm. pendant Obama, le déclin des De zones certains secteurs. rurales, des petites et moyennes communes, mais comme en Mhm. France, comme en Europe, partout dans l'Occident, est en train de se Et ça n'a pas maintenir. été rattrapé par sa Ça, c'est politique. pas rattrapable parce que Mhm. simplement, bah, il n'y a pas vraiment une réindustrialisation. D'ailleurs, elle est quasiment impossible où que ce soit aujourd'hui. Quand il y a quelque chose, même dans les mines de charbon, quand il les a Mhm. annoncées, il y a une nouvelle mine de charbon, mais complètement mécanisée. Donc, ça n'a pas créé Pas un assez seul job. d'emplois Ouais. créés. Henri Sterdignac, on a vu dans cette politique économique de Donald Trump des baisses d'impôts, des hausses de dépenses publiques. Est-ce qu'on peut parler de politique de relance aux États-Unis menée par Donald Trump? Oui, enfin, c'est une politique, à la fois une politique d'offre, puisqu'il y a des mesures, comme on l'a dit, de protectionnisme. Il y a une politique industrielle un peu brutale. Il y a le fait la dérégulation, on sort de l'accord de Paris, on donne un certain nombre de libertés au secteur financier. Donc c'est le libéralisme à tout craint. Donc il y a des mesures d'offre. Et puis en même temps, il y a des mesures de demande. Hein. Mhm. Le déficit américain est resté, s'est creusé. Il est actuellement de l'ordre de 7% du PIB. Trump a fait pression pour avoir des taux d'intérêt très bas par rapport à la croissance. Donc tout Mhm. ça, ça fait à la fois de la relance keynésienne et puis des mesures de soutien à Donc l'offre. c'est un mixte de Et c'est un politique. mixte de politique. Et enfin, l'idée, enfin, lorsque il a commencé, tout le monde a dit mais c'est un fou complet, il fait de la relance alors qu'ils sont déjà au plein emploi. Et ce que ça montre, c'est que Mhm. on peut avoir une économie qui est en permanence à haute tension, c'est-à-dire que il y a un Sans effet surchauffe. favorable en surchauffe, si on peut dire. Il n'y a pas d'inflation, mais c'est Sans quand même surchauffe, donc je disais. Est-ce que c'est le cas? c'est une économie qui est avec une demande relativement soutenue. Mhm. Ça ne crée pas de l'inflation jusqu'à présent, mais ça booste quand même, ça booste l'économie, alors que si on a la position européenne Mhm. disant ben, avant tout l'austérité, finalement, Mhm. finalement c'est nuisible. Donc, Donc est-ce qu'il faut s'en inspirer en Europe, selon vous? le charme de Trump, c'est En qu'il tout cas, fait, sur ce point de le vue-là. charme de Trump, c'est qu'il fait tout Mhm. ce qu'on lui a dit de pas faire et ça marche. Donc voilà, c'est quand même un plus. Jean-Marc Daniel, est-ce que Donald Trump, par cette politique-là, en tout cas de baisse d'impôts, d'augmentation des dépenses publiques, a montré qu'on pouvait mener une politique de relance d'une certaine manière, qui ne soit pas inflationniste, sans surchauffe? Et est-ce que les pays européens pourraient s'en inspirer sans regarder tout le temps le déficit public en ligne de mire?
Écoutez, je pense pas. Non, je crois que je vais mettre un petit bémol aux enthousiasmes que je viens d'entendre. Le premier, c'est que effectivement, on l'a dit, il y a 1000 milliards de déficit budgétaire. C'est un chiffre qui a frappé l'imagination. Et une des conséquences, d'ailleurs, c'est qu'on voit remonter le taux d'épargne aux États-Unis. C'est-à-dire que les ménages américains qui sont réputés pour épargner peu ont tendance à se remettre à épargner. Le deuxième élément qui est important, c'est que la conséquence, malgré ce taux d'épargne qui est en train d'en monter, le déficit extérieur des États-Unis s'est creusé. Et donc là, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Non. Quand on ne maîtrise pas la monnaie mondiale et quand on n'a pas la capacité de s'endetter dans sa propre monnaie, on est tout de suite bloqué par sa contrainte extérieure. À part que l'Europe actuellement a un excédent, donc pourrait très bien se dire... pourrait se le permettre, Henri Sterdyniak, l'Europe? L'Europe a un excédent, donc on pourrait très bien se dire, après tout, on peut dépenser plus puisqu'on a un excédent. Et d'autre part, il n'y a rien qui nous dit a priori que le dollar doit être une monnaie internationale et que demain, on pourrait très bien dire l'euro, ça va être une monnaie internationale. Est-ce que l'Europe peut le devenir? Est-ce que l'Europe... Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Henri Sterdyniak. Vu sa démographie, l'Europe est en situation d'excédent extérieur qui est assez naturel. Quant au fait de savoir est-ce que le dollar a vocation à être éternellement la monnaie internationale, alors là, je réponds effectivement non. Et il faut que les Européens se donnent les moyens de faire en sorte que l'euro, et donc c'est d'ailleurs ce qu'a dit récemment Madame Lagarde. Mais comment se donne-t-il les moyens? Eh bien, ils ne peuvent le faire qu'à condition de crédibiliser leur monnaie. Et quand vous avez une partie de l'opinion publique qui n'arrête pas de dire on a besoin de notre souveraineté monétaire, sortons de l'euro, cassons l'euro, vous crédibilisez pas l'euro. Donc il faut quand vous avez un certain nombre de gens qui disent il faut surtout pas se donner de règles, il faut balancer les 3%, il faut passer à autre chose, vous ne crédibilisez pas l'euro. Donc je pense que dit Jean-Marc Daniel est totalement erroné parce qu'on voit très bien que le dollar est une monnaie mondiale avec un déficit public de 7% du PIB, donc ça inquiète personne. C'est une monnaie mondiale avec un déficit important. C'est justement parce qu'il y a un déficit important que ça peut être une monnaie mondiale. Donc, contrairement à ce que croit Jean-Marc Daniel, pour être une monnaie mondiale, il ne faut pas être vertueux, au contraire. Au contraire. Non, je voudrais quand même rappeler que la structure politique des États-Unis, le poids politique et géopolitique des États-Unis n'est pas celui de l'Europe. L'Europe, ça reste encore défini par la formule célèbre de Kissinger. Quel est le numéro de téléphone de l'Europe? Alors que Donald Trump, on connaît son numéro de téléphone. Non, mais bon, il y a plein de facteurs, mais c'est vrai que quand vous regardez l'Europe et que vous essayez de regarder à long terme, vous cherchez, ma sœur Anne, où est la croissance potentielle. Pour l'instant, vous pouvez vous permettre éventuellement d'avoir des déficits quand vous pensez éventuellement pouvoir les rattraper ou continuer à pouvoir vivre à crédit, ce qui n'est pas notre cas. C'est le cas des États-Unis. Voilà. Donc, c'est-à-dire que Trump ne s'est pas posé la question quelle est la croissance potentielle des États-Unis. L'Europe peut-elle creuser les déficits, selon vous, pour relancer sa croissance, peut-être pour investir dans les énergies vertes, comme l'ambitionne l'Allemagne, comme l'ambitionne le plan, le Green Deal européen. Est-ce qu'on peut s'endetter pour relancer la croissance par ces investissements publics? Je préférerais que l'Europe s'endette, parce que l'endettement, ça veut tout et rien dire. Soit je l'endette pour l'endetter un peu plus, soit je l'endette pour investir. Ce sont deux choses différentes. Moi, j'aimerais entendre qu'une Europe puisse s'endetter pour investir dans des secteurs d'avenir. Quand on entend Vestager au mois de novembre qui dit qu'on n'a pas besoin de champions européens et que tout va être stimulé par la croissance, elle oublie juste un truc, la concurrence, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Oui, mais il faudrait qu'il y ait de la concurrence. Quelle est la concurrence de Facebook en Europe? Il n'y en a pas. Donc pour stimuler une concurrence, il faut lancer des géants européens selon vous. Revenons juste... Il ne faut pas les biberonner, mais si, il faut les biberonner parce qu'il faudrait déjà qu'on commence par en avoir. Donc on retombe sur la question du protectionnisme. Justement sur cette question-là, est-ce que le protectionnisme de Trump a réduit la croissance qu'aurait pu avoir l'économie américaine avec tout le reste, donc toutes choses égales par ailleurs, mais sans cette politique commerciale protectionniste? Lui, il savait très bien qu'à un moment donné, le fait de se battre avec la Chine avait une chance, enfin une chance qui n'était pas une chance pour les États-Unis, c'est renchérir le coût pour les consommateurs qui lui en évoluent. Donc il savait très bien qu'il fallait que ça se résolve dans un temps relativement court. Et la deuxième chose, c'est que les fournisseurs américains, notamment sur certains secteurs stratégiques de puces, allaient tout à coup ne plus pouvoir fournir. Enfin, quand on regarde le cours d'Apple et qui avait peur, alors non du virus maintenant, mais de la bagarre en Chine, c'est aussi Apple qui disait mais je ne vais plus vendre d'Apple en Chine. Donc le protectionnisme, là aussi, c'est un mot fourre-tout, c'est comme l'endettement. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit on se protège de l'extérieur, on refuse la concurrence. Ça, on sait tous à quoi ça mène, et en général, des monopoles qui n'innovent plus, et c'est pas bon. Ce qu'on n'a pas su faire en Europe, c'est de se dire « Oh, vous inquiétez pas », comme Vestager le disait, la concurrence, laissez faire les choses, tout va se passer. Ben oui, mais citez-moi où on existe en termes digital aujourd'hui. Il y a la Chine, les États-Unis. On a besoin d'un protectionnisme de préférence. Dire
faisons comme la Chine l'a fait. À un moment donné, je veux une économie digitale, je la protège. Donc un Elle a pas de protectionnisme concurrent. transitoire, selon vous, Un prendre exemple sur transitoire la politique et une de Trump? préférence, à un moment donné, à qualité égale, je préfère mes acteurs, parce que l'Europe est le seul pays et le continent dans le monde qui a décidé de mourir vertueux et de dire que, ah oui, mais moi au moins je pourrais dire que j'ai respecté les règles. Personne ne les respecte. Ouais. Merci Denis Jacquet. On en reparlera sans doute dans d'autres émissions.